Et par derrière, on met une banque qui nous soutient, c'est tout. C'est fini. Nous, on a notre gain au début, c'est fini. Je dis pour arriver à cela, le plan que tu viens de détailler, c'est pour ça que je souris. Parce que c'est juste. Ouais. Quand tu as dit intérieur du pays, j'étais sceptique. Oh. D'accord. Et on va pas quel client. Après, quand tu me dis exactement quelle catégorie de personnes tu vises. Oh, effectivement. Et que derrière toi, tu as ton réseau de banque et tout ça, tu connais comment ça se goupille, c'est bien plus simple. Tout maintenant, on va étape par étape. J'appelle ça game. On est à la maison. Donc, bienvenue au Business Plan. Ok, merci. Donc, on a lancé ce podcast-là sur la chaîne Shokanawa TV, Shokanawa Studio, parce qu'on a envie de faire connaître un peu plus les gens qui font des choses constructives, les gens qui font du business, et les gens qui peuvent donner des informations constructives pour les gens qui veulent se lancer dans certains domaines. C'est bon. Donc là aujourd'hui, on est avec le grand maître Isaka. Oh. Ok, il y a pas de souci. Il allait chercher où tout ça. Ouais, c'est vrai, vous êtes formé sur moi. Donc, pour l'audience du Business Plan, dis-nous qui tu es et ce que tu fais. Ah, ok, d'accord. Bon, moi c'est Isaka Noko. Ouais. Voilà, je suis directeur général de CFA Finance. CFA Finance, ouais. CFA Finance, deux autres boîtes, Poulet Magique. D'accord. Et Copim aussi, compagnie ivoirienne de promotion immobilière. Ok. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre se lancent dans ces deux industries-là. Je parle des deux dernières. C'est-à-dire l'agriculture et puis l'autre. Exactement. Ok. Oh, c'est vrai. Généralement, on croise beaucoup de personnes dedans. Oh, ouais. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Non, ok, qu'est-ce qui t'a amené à la finance? Puisque moi, c'est réellement ça qui m'intéresse. Ok. La finance, faut dire qu'à la base, moi, j'étais comptable de formation. D'accord. Ouais, j'étais comptable de formation et pendant les formations et autres, je suis allé dans un cabinet de formation où j'ai fait la fiscalité. Après la fiscalité, je suis allé par le biais d'une connaissance dans un cabinet de financement. D'accord. C'est là que j'ai aimé la chose. Voilà. J'ai vu qu'on pouvait financer, comment faire pour financer une entreprise, voir les relations avec les banques et autres. Donc, ça m'a plu. Je me suis concentré sur ça. J'ai fait des formations. Puis bon, j'ai créé mon propre cabinet. C'est dedans maintenant. Voilà. Pendant la crise du Covid-19, j'ai entendu que tu avais réussi à faire un peu plus d'1 milliard de financement. Ouais, bon, faut dire que d'abord, j'avais commencé à travailler un peu dans le formel parce que j'avais pas encore de registre de commerce et autres. D'accord. Je travaillais à la maison. Ok. Voilà. Donc, en 2018, j'ouvre CFA Finance. En fin 2018, on commence un peu avec des difficultés, hein, faut dire. Jusqu'en fin 2019, on fait d'abord un chiffre d'affaires d'1 milliard, je crois 1,50 milliard. Fin 2019, tu réussis à financer pour des entreprises 1 milliard. 1 milliard et quelques. Donc, on rentre en 2020 où il y a l'histoire de Covid et autres. On a dû stopper. Après ça, on a été cambriolé pendant le corona. Moi, mais j'ai fait un accident pendant le corona. Attends, on va pas trop vite. On a le temps. Attends, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Voilà. Donc, mais à la fin, quand on a fait encore le bilan, je me suis étonné, on était autour d'1 milliard encore. Voilà, donc je dis que je suis l'homme du milliard alors. Ok. Ce que j'aimerais bien savoir, ce que je veux que tu donnes comme information, grosso modo aux gens qui vont regarder ça, c'est finalement quelle est, je dirais, la bonne méthode pour quasiment se faire financer à tous les coups. Parce que moi, je vois ton métier comme étant un courtier finalement. Donc, au lieu que les gens aillent s'adresser directement à la banque, ils viennent te voir et c'est toi qui vas leur dire comment se présenter, comment bien s'habiller, entre guillemets, pour séduire la banque. Un peu l'avocat de la société auprès de la banque. Okay. Donc comment déjà on crée une relation avec une banque pour pouvoir faire ça? Est-ce que c'est assez facile ou comment tu crées ça? Dans les normes, on dit c'est facile. C'est facile. Mais au fond, c'est assez compliqué, il faut le dire. C'est assez complexe. Non, il faut le dire. Puisque, il y a les banques, il y a plusieurs types de produits.
Ouais. Les banques nous proposent plusieurs types de produits. Il y a le crédit bail. Le crédit bail, c'est-à-dire une entreprise qui a besoin d'un engin ou bien même tout ce qui est le matériel. Ouais. Voilà, le matériel roulant et autres, ça va sur le crédit bail. Il y a le crédit d'investissement, une entreprise qui peut-être veut aménager son local, acheter du matériel de production. Voilà, ça c'est des crédits d'investissement. Il y a aussi, il y a pas mal de produits. En tout cas, il y a pas mal de produits. Maintenant, quand le client vient vers nous, bon, la différence entre aller directement à la banque et venir vers nous, c'est quoi? Quand vous partez directement à la banque vous donne une liste de documents à fournir. Ouais. Voilà. Et c'est à vous maintenant d'aller monter vous-même votre dossier. Ouais. Et vous nous savez, et quand vous envoyez les documents, c'est la banque maintenant qui analyse. Et en analysant, il peut ne pas, comment on dit, tomber sur ce que vous voulez. Pourquoi? J'explique. Quand vous envoyez un bilan, après l'analyse du bilan, il peut s'avérer que, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut un camion. Il peut s'avérer qu'après l'analyse du bilan, on se rend compte que, il n'a pas vraiment besoin du camion. D'accord. Ouais. J'explique. Ouais, ok. Quelqu'un qui dit qu'il est dans la grande distribution. Ouais. Il est dans la grande distribution et il dit, par exemple, il veut un camion pour transporter sa marchandise, pour aller vers ses clients ou bien aller récupérer sa marchandise. Et dans son bilan, on savait que le compte où on parle de location de matériel roulant tel que matériel de transport, 0. Ça veut dire, avant même, tu ne louais pas de camion. Ah, ok. Tu n'en as pas besoin. Mais si il veut comment ça peut se développer? J'explique. Tu es dans le domaine de la grande distribution. Ouais. N'est-ce pas? Tu as ta marchandise que tu vas chercher, que tu livres à tes clients. Ouais. Si tu as besoin d'un véhicule, c'est parce que le besoin est là. N'est-ce pas? Ouais. Et le besoin, ça doit se sentir dans ton bilan. D'accord. J'explique. Okay. L'année dernière, par exemple, je suis dans la grande distribution. Je dis n'importe quand, mais je suis dans la grande distribution. Et je me rends compte que je paye assez, ou bien je loue assez de camions pour transporter ma marchandise. N'est-ce pas? Ouais. Dans ce cas-là, quand je vais vers la banque, ça se reflète dans mon bilan. Ouais. Donc, il y a une charge qui est là, pour dire qu'il y a la charge locative et autres qui est élevée. Totalement. Donc, je négocie avec la banque pour dire, bon, aidez-moi à avoir un camion. Cette charge locative la rentre dans mon résultat automatiquement. Puisque je ne vais plus faire sortir d'argent pour ça. J'ai déjà un camion qui est là. Donc, ça rentre dans mon résultat et ça gonfle mes chiffres. Et ces chiffres-là seront domiciliés où? Dans la banque. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un argument, par exemple. Ouais. Quand c'est comme ça, la banque, facilement, sans tourner, on te donne le camion. Voilà. Donc, ça dépend. Donc, quand vous venez vers nous, CFA, nous, on sait comment vous orienter. Voilà. Grâce à votre bilan, on peut vous dire, bon, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas. On vous conseille. La plupart de tous les clients qui viennent chez nous, on les conseille d'abord. On ne se jette pas en même temps pour tout le financement. D'accord. On a des clients qui viennent, quand ils se présentent, ils présentent leurs documents et autres, je leur dis clairement que, c'est pas encore le moment de prendre le financement. Parce que tu n'es pas encore assis sur le droit, tu n'es pas encore à l'aise pour supporter telle charge. Donc, essaie d'abord de travailler sur 6 mois ou sur 3 mois. Nous, on va essayer de te suivre un peu en comptabilité, en fiscalité, voir comment est-ce que tu travailles. Et si c'est bon, automatiquement, tout le financement. Ok. C'est comme ça. Tu bosses avec plusieurs banques? Ouais, on bosse avec plusieurs banques. Généralement, on travaille plus avec la Générale. Parce que pour moi, c'est la meilleure banque. D'accord. Ouais. Les banques ont de l'argent à prêter? Est-ce que les banques ont de l'argent à prêter? Oui, effectivement. Bon, comme je le dis, entre guillemets, la banque fait quoi? C'est vendre de l'argent. Voilà, rien d'autre. La banque vend de l'argent. D'accord. Voilà. C'est ce qu'ils font. Ils font rien d'autre que vendre de l'argent. Donc, si tu es bien, ils vont te vendre de l'argent. Seulement que... si tu es bien. Il faut être bien, en fait. Il faut être bien, en fait. C'est ça le souci. Parce que le truc, c'est quoi? Ici, le risque est élevé. C'est pas comme en Europe. Le risque est élevé. Voilà. On ne maîtrise pas trop les choses. Donc, il faut pas, quand la banque, avant de donner le financement à une société, il s'assure que vraiment la société est crédible. D'accord. Voilà. C'est ça le souci, en fait. D'accord. Généralement, c'est quoi qu'ils demandent pour sécuriser, entre guillemets, leur investissement? Bon, généralement, savoir si l'entreprise déjà existe. Ouais, voilà, ça, légalement. Et puis aussi, voir ses chiffres. Okay. Voir ses chiffres qu'il a fait, chiffres passés. Et puis, l'historique. Est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau de la vie de l'entreprise, changement de capital, ou bien s'il y a des actions qui sont entrées ou sont sorties et autres. Et puis, surtout, voir comment il se comporte vis-à-vis de sa propre banque. D'accord. Voilà.
Parce que toute entreprise, quand tu crées une entreprise, on ouvre un contrat avec notre banque. Donc, la banque, je dis n'importe quoi, tu as une banque X. Tu vas aller prendre un prêt dans une banque Y. La banque Y va se rassurer que tu as de bons termes avec notre banque. D'accord. Voilà, parce que si tu as pas de bons termes, voilà, ton relevé de compte, on voit comment est-ce que tu travailles là-bas. Si c'est pas ça, bon, ça sert à rien de te financer. C'est un peu ça. Est-ce que les banques avec lesquelles toi, tu bosses, t'arrives à décrocher pour des entrepreneurs, des gars qui, c'est leur première affaire, ils ont pas de bilan, mais ils ont enregistré leur société. Est-ce que est-ce que les banques sont capables d'y aller? Faut dire la vérité, généralement, les banques ne vont pas sur ce genre de profil. On dit qu'on appelle ça des startups. Voilà. Non. Ils ne vont pas dessus. Mais, j'ai eu à financer quelqu'un qui était une startup. Mais le souci, c'est quoi? Comment on a pu le financer? Que lui, il a eu un marché d'Ageroute. Ah, il y a quelque chose qui était sûr. Il y a quelque chose qui est dessus. Quand c'est comme ça, tu crées ta société nouvellement, et bon, je sais pas par quel miracle, tu arrives à avoir un bon marché, avec un bon PE. Quand c'est comme ça, c'est plus facile. On s'est dit au moins que peut-être tu travaillais avant de créer légalement. Ouais, voilà. Ça, après, il y a Ageroute, quoi. Voilà. Donc, on s'est dit que peut-être, tu étais dans l'informel. Maintenant, tu vois que tu dois vraiment agrandir la chose, donc tu allais légalement te constituer. Ça, au moins, on peut. C'est difficile, mais on y arrive en tout cas. Quels sont les secteurs où la banque te suit le plus, là, par rapport à toi, ce que tu as fait jusqu'ici? Tu dirais c'est quel secteur où c'est un peu plus simple? Il n'y a pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ici, bon, on a Côte d'Ivoire, on a Abidjan, beaucoup de restaurants, maquis, ce genre de choses. Est-ce que les banques sont assez confiantes sur, par exemple, ce type d'activité? Maquis et tout. Non, la banque n'a pas de préférence, je peux pas dire. Sincèrement, elle n'a pas de préférence. Il faut juste que le client soit crédible. Il faut qu'on voit ses chiffres. Seulement, les choses que je ne fais pas, ce sont les maisons de passe. Les hôtels de passe. Là, je ne le fais pas. Voilà. Là, personnellement, je ne le fais pas. C'est tout. Voilà. Sinon, à part ça, je crois que ça passe partout. D'accord. Voilà, parce que on n'a pas de secteur spécifique, en tout cas. Attends, t'as des gars, des maisons de passe qui sont venus pour te demander, sérieux? Beaucoup. Mais j'ai dit non. Mais bizarrement, ça marche. Ils font des chiffres. Ça, je le dis non, clairement. Ils font des chiffres. J'imagine. Non, ils font des chiffres. Moi, je connais quelqu'un, une fois, qui était venu me voir. Il a un hôtel, son hôtel est bien grand. Mais il a dit qu'il ne peut pas faire comme les autres, à faire ça en résidence, on vient planer. Non, hôtel, il passe. Parce que ce qui se fait comme chiffre dedans, c'est plus que quand tu fais hôtel, comme on voit, comme les résidences et autres. Donc, c'est quoi ces forfaits? C'est pas pour moi personnellement, mais j'ai envie de comprendre un petit peu. Bon, moi, j'ai pas demandé, je suis pas entré, mais généralement, quand on utilise ce genre de secteur, c'est quoi? C'est les histoires de 1 heure, 2 heures, ils ont leur prix et autres. D'accord, ok. Quand c'est comme ça passe rapidement. D'après, quand tu vois c'est relevé, tu vois que le gars, il fait un gros chiffre. Mais moi, personnellement, je vais pas dessus. Ok, c'est plutôt ta conscience qui te dit non, voilà, je vais pas dessus. Il y a des courtiers comme toi qui vont sur ce truc-là? J'en connais pas. D'accord. Ouais, j'en connais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Il y a une grosse concurrence dans ton secteur d'activité? Avant, quand je commençais au début, quand j'étais dans le secteur informel, il y en avait pas. Maintenant, oui. Il y a beaucoup de cabinets qui se créent. Mais il faut dire qu'il faut se démarquer. On se démarque par la rapidité. D'accord. Et puis aussi les relations. Quand tu dis la rapidité, d'avoir le financement, d'avoir le financement. Okay. D'avoir le financement. Il y a aussi le fait de conseiller nos clients. Voilà, qui fait que nous, on est un peu différents des autres. On conseille les clients et aussi on travaille avec des cabinets comment on appelle ça, des commissaires aux comptes, des experts comptables qui nous assistent. D'accord. Voilà, quand le client a son prêt, par derrière, on l'oblige à se faire suivre par un commissaire au compte ou bien un expert comptable. Ouais, de toute façon, qui est agréé, qui est avec nous. Pour qu'on puisse suivre sa comptabilité, voir comment il travaille avec l'argent qu'on lui a prêté. Ouais. Et en même temps, ça aide le client aussi à prendre des grandes décisions dans son entreprise. C'est ce que j'allais dire, c'est pour son bien. Ouais, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Donc, c'est ce qui nous diffère un peu des autres cabinets que je connais. Voilà. Et puis, il faut dire que les banques avec lesquelles nous travaillons, généralement, nous félicitent. Par le travail que nous faisons, c'est-à-dire quoi, les business plans sont bien montés, y a l'étude sectorielle qui est faite, tout est bien fait, et donc généralement quand on dépose nos dossiers à la banque, les gestionnaires de compte n'ont pas trop de travail à faire. Tout est déjà bien monté. Dans ton secteur d'activité réalisée, des chiffres
de plus de 1 milliard de financement, c'est assez courant ou pas? Non, pas assez courant. C'est D'accord. pas assez courant. Maintenant, parce que généralement, tu peux déposer un dossier à la banque et le dossier peut taper 4 mois, 5 mois même, hein. Souvent 6 mois. Entre nous, réellement, Ouais. entre nous et les milliers de personnes qui vont regarder. Est-ce que certains... j'ai pas envie de dire ça parce que je pense que ça sonne péjorativement, mais bon, on est dans un pays où visiblement il y a beaucoup cela. Est-ce qu'il faut des fois glisser des dessous de table pour que ton dossier passe, entre guillemets? Est-ce que tu as déjà eu ça? Je dis pas de citer de banque avec qui c'est arrivé, mais je demande est-ce que ça arrive ou pas? Au début. Ou est-ce que éventuellement, est-ce que tes clients te disent, ouais, si t'arrives à faire, bon. Bon, au début, il faut dire la vérité qu'au début, pour se faire une place, il fallait passer par là. Voilà, pour avoir des relations et autres. Mais, comme je le dis, ce sont des trucs qu'on ne voit pas trop en banque. Ouais, on ne voit pas trop en banque, sincèrement. C'est l'histoire des dessous de table, on ne voit pas trop en banque. Pourquoi? Parce que le gestionnaire même, il est heureux d'avoir un cabinet qui trouve des clients pour lui. Donc, il n'a pas à prendre des dessous de table. Non, non. Je dis bien, souvent, il y a des clients, quand ils sont satisfaits, tu peux rencontrer des clients, je me rappelle, c'est passé bien cette semaine. J'ai un client dont je vais taire le nom, qui a eu son financement. Il a galéré avec nous, il a eu son financement. Il est venu me donner une voiture. C'est vrai. Voilà. Il est venu me donner une voiture, la clé d'une voiture. Bon, c'est devenu une voiture de service aujourd'hui pour le cabinet, mais il est venu nous donner une voiture. Bon. Souvent aussi, ils font des cadeaux aussi aux gestionnaires. Non, mais ça, c'est pas la corruption, ça. Ouais, voilà. C'est-à-dire, il est content, il est sorti d'un truc. Donc, vraiment, il peut dire, bon, tiens, donne 1 million au gars, c'est moi qui lui donne. Voilà. Ça n'a rien à voir avec, la corruption et autres. Non, on se comprend. Dans ce domaine-là, je n'ai pas beaucoup rencontré cela. D'accord. Mais souvent, nous-mêmes, on fait des cadeaux aussi. On fait des cadeaux à nos amis gestionnaires, à nos amis qui sont en banque. C'est juste des cadeaux. Pendant le mois de jeûne, par exemple, on distribue à tout le monde des présents pour le ramadan et autres. Ça dépend. Ouais, mais voilà. Ça maintient la relation. Voilà, juste maintenir la relation. Voilà. Ah, ok. Voilà. Non, c'est cool. Donc là, présentement, on est en 2021. Ça fait combien de temps, finalement, que tu es dans ce secteur-là? Informellement et formellement? 5 ans. Ça fait 5 ans que tu es dedans. Formellement, ça fait dans la 3e année. 3e année, formellement. Formellement. Ok. Comment t'as fait? Je t'ai découvert, entre guillemets, sur une chaîne où tu passais, où tu parlais, mais c'était assez... J'aime bien leur émission, mais j'aime pas le format. Quand j'aime pas le format, c'est trop court. Ouais, j'ai envie d'en savoir un peu plus, en fait, sur la personne à chaque fois. Bon, ouais. L'émission même nous a pris, je crois, 5 heures de temps, mais c'est 15 minutes qu'ils ont présenté. C'est comme ça, il fonctionne. C'est pour ça que nous, dans Business Plan, on essaie de vous recevoir et de, grosso modo, laisser un peu plus de temps pour que vous puissiez développer toute votre personnalité, tout votre parcours. Ouais, ok. Donc, dans ton parcours, puisque tu es un entrepreneur, c'est ton propre cabinet. Ouais, c'est mon propre cabinet. Quels sont les obstacles que tu as rencontrés quand tu as voulu te lancer dans ce secteur-là? Parce qu'éventuellement, il y a d'autres personnes qui vont vouloir aller dans le même secteur que toi. Ouais, effectivement. Bon, il faut dire que ça n'a pas été du tout facile. Ça, je l'ai dit. Il y a eu des nuits où tu vois un gros garçon comme moi en train de pleurer, hein, tu vois. C'est vrai. Ça n'a pas été, ouais, mais ça n'a pas été facile, hein. Ça, je l'ai dit. J'étais d'abord, après ma formation, ma formation en finance, en recherche de financement, j'étais dans un cabinet. Et dans le cabinet que j'étais, je faisais un peu de tout, hein. Je faisais un peu de tout. Je faisais suivi comptable, fiscal. Je conseillais certains clients. Je faisais aussi recherche de financement. Et je faisais aussi un peu comme service après-vente. C'est-à-dire quand un client a un financement, je passais par derrière pour suivre qu'il puisse le recouvrement, quoi. Pour qu'il puisse payer vraiment à la banque. Parce que c'est ça le gros problème dans notre secteur. Quand un client n'arrive pas à payer, la banque commence à avoir un peu de méfiance sur tes dossiers. Ouais, donc, il faut s'arranger pour ça impacte aussi sur toi. Ça impacte automatiquement. Ouais, okay. Donc, il faut s'arranger pour que le client soit quelqu'un de crédible. Voilà. Donc, il y avait ça que je faisais. Et Dieu merci, je suis tombé sur quelqu'un, un monsieur que je vais taire le nom. Il est venu vraiment, il m'a dit, mon petit, voilà, je suis dans telle difficulté au niveau des impôts et autres, et vraiment, je veux que tu m'aides. Et j'ai entamé la procédure au niveau des impôts et autres. On a pu négocier. Il a payé vraiment le montant le plus minime. Quelqu'un qui passe de 50 millions à 5 millions, c'est déjà beaucoup. Okay. Donc après ça, il m'a dit, petit, moi je vais te débaucher, viens travailler avec moi. Je lui ai dit, bon, et attends,
Moi, je travaille avec mon boss depuis longtemps, hein. Et quand il n'est pas là, c'est moi. Donc, vraiment, le laisser, c'est compliqué. Il m'a dit clairement, faut voir avec moi, je te double le salaire. Et il faut dire, en ce moment, c'était pas aussi la pleine forme financière, tu vois. Moi, on n'allait pas, je lui ai dit, bon, ok, voilà ce qu'on va faire. Moi, je viens. Je vais discuter avec mon boss. Voilà. Donc, je vais voir mon boss, je lui dis, mon boss, tu vois, vraiment, c'est coincé chez moi. Est-ce que je peux avoir une petite augmentation du salaire? Parce que c'est moi qui me tape tout le boulot, tu n'es jamais là. Il m'a dit, oh, on va réfléchir. Donc, ça a duré combien de temps, cette période-là, là? Près de 5-6 mois. Hein. D'accord. Il m'a dit, va réfléchir. Donc, toujours, j'étais là, j'attendais. Entre-temps, l'autre, lui, il va pas m'attendre. Alors, attends, je vais être plus précis. C'était combien de temps que tu as bossé pour ce patron-là, entre guillemets? Environ un an et demi. D'accord. Tu sortais de formation et directement tu as bossé pour cette boîte-là? Oui, en même temps. J'étais en formation, en même temps, je travaillais. Et pendant un an et demi, tu gérais toutes les casquettes? Tout. D'accord, ok. Je me rappelle, quand je suis arrivé nouvellement, ils avaient un truc, ils disaient, chaque fin du mois, ils donnaient des primes aux meilleurs employés. Et le premier mois, quand je suis venu, j'étais le plus pire employé. D'accord, ok. Pourquoi? Parce que je ne touchais à rien. Je faisais que suivre. C'est comme ça que je suis. Je faisais que suivre. On me donne un dossier monté, j'essaie de voir quel secteur d'activité, quel est le problème du secteur. Moi, j'avais parce que on avait déjà des documents déjà préétablis. Il fallait juste renseigner autre. Moi, je cherchais pourquoi. Sur un dossier, il pouvait taper 1 semaine, 2 semaines. Pourtant, les autres, en une journée, font sortir 2 ou 3 dossiers. Donc, du coup, je suis le pire employé du mois. J'ai accepté. Les mois qui sont arrivés, pendant près de 8 mois, j'étais le meilleur employé. Et là, le mois qui a suivi, il dit, donne plus le prix. C'est bon. Il annule carrément. Tu prenais tout le temps les primes, finalement. Voilà. Il dit non, il annule. Parce que c'est toujours la même personne qui gagnait. Donc, après ça, j'étais en tout cas, l'homme a tout fait. D'accord. L'homme a tout fait. Je faisais tout. Dans les dossiers de boîte, pendant cette période-là, dans les dossiers que chacun vous traitiez, quel était le taux de casse? Quand je dis quel était le taux de casse, quand c'était présenté à la banque, est-ce que les tiens étaient plus solides? Et est-ce que les leurs... Je suis dans ce secteur 5 ans. Moi-même, personnellement, je n'ai jamais monté un dossier qui a tapé poteau. Ouais, jamais. T'as jamais poteau? Jamais. Bon. Aujourd'hui, je travaille encore. Tous ceux qui travaillent pour moi, c'était mes anciens stagiaires. Partout où je suis passé. Ils peuvent témoigner. Tous les dossiers que moi, je monte personnellement. Bah après, comme tu dis, comme tu vas au fond des choses. Voilà. Tu sais que la chose voilà. Quand le client peut venir vers moi et dire, je veux 100 millions. Ouais. Quand je regarde, je sais qu'il peut pas rembourser les 100 millions. Je dis clairement, allons avec du 50 millions d'abord. On voit comment est-ce que tu te comportes. Au bout de 6 mois, 7 mois, si c'est bon, on va donner le 50 millions. Donc, je me dis, en tout, c'est de savoir, c'est de maîtriser le secteur d'activité dans lequel ton client est. Quand tu maîtrises le secteur d'activité, il n'y a aucun problème. Et Dieu merci, maintenant on a Internet. Donc, ce qui fait que quand un client vient, si tu ne maîtrises pas son secteur, tu vas sur Internet, tu vas voir beaucoup, il y a des études sectorielles qui sont là, tu peux lire, il y a des informations, tu peux t'informer. Donc, il n'y a aucun souci. Généralement, après 1 an, tu te rends compte que ce sont les mêmes secteurs qui reviennent vers toi. La gymnastique est la même à chaque fois. Voilà. Donc, tu maîtrises déjà un peu. Il y a certaines différences et tout. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Donc, tu es débauché finalement ou pas? Ouais, bon, finalement, je vois que 6 mois, 7 mois après, le gars, il ne réagit pas. Donc, j'ai dit, bon, attends, il faut que je me cherche. Clairement. Parce que entre-temps, parce qu'il faut dire, pendant que je faisais la formation, je faisais aussi des petits boulots. Voilà, je faisais aussi des petits boulots. J'étais assistant du registre au ministère de la Justice. Assistant du registre du ministère de la Justice. D'accord. Voilà. Là-bas, on faisait la paye des prix mensuels et trimestriels du personnel du ministère de la Justice. Voilà, donc, il y avait ça. Je faisais aussi du suivi comptable pour des clients que moi-même je gérais. Donc, entre midi et 2, je suis parti. J'étais pas au bureau. Entre midi et 2, soit je suis au ministère ou soit je suis chez mes clients. Les samedis et les dimanches, ça dépend récupérer du travail. Je vais travailler samedi et dimanche à la maison. Les samedis, je suis généralement du matin de 8h jusqu'à 18h, je suis chez les clients. Je suis moi mes propres clients. Les dimanches, j'ai un peu de travail, je fais le travail à la maison. Lundi, c'est comme ça. Donc, disons que je travaillais 7 jours sur 7. C'était comme ça. Voilà. En même temps que je faisais tout ça, ça me permettait de me former, de connaître aussi d'autres secteurs d'activité. Voilà. Donc, c'était ça. Et quand le gars ne réagissait pas, donc j'ai laissé, je suis parti au ministère. Je me suis concentré carrément sur mon travail du ministère.
Voilà, là, je dis pas que j'étais bien payé, mais j'avais du temps. J'avais du temps. Parce que c'était à la fin du mois que j'étais vraiment, vraiment, vraiment occupé. Pour y passer dans chaque banque, pour déposer les chèques, pour les virements des primes et autres. Donc, c'était à la fin du mois, j'étais beaucoup occupé. Donc, au cours du mois, je suis chez mes clients. Ça m'a permis de rencontrer des clients, de discuter avec eux. Et après ça, mon client qui voulait me débaucher est revenu vers moi pour dire, ah, petit, j'ai appris que tu n'es plus là-bas, tu peux revenir vers moi. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Et là, c'était un ouf de soulagement parce que là, c'était devenu un peu dur. Tu vois, tu quittes du temps, tu redescends. C'était vraiment, vraiment difficile. Mais bon, je suis venu vers lui, il m'a pris, on a commencé à bosser ensemble. Et là encore, c'était l'homme à tout faire. Je partais à la Géroute, aller négocier les marchés. Je trouvais le financement pour les marchés. Et c'est moi-même qui ai financé toute sa flotte de véhicules de direction. Et après ça, je me suis assis un jour, je lui ai dit clairement que, bon, je suis devenu comme un papa pour moi, hein. Voilà, parce que c'est grâce à toi que, voilà, j'ai pu économiser un peu d'argent. Je veux me lancer dans mon propre secteur d'activité. Mais je ne te laisse pas tomber. Je suis avec toi. Voilà. Je vais créer et pendant ma formation, j'ai eu des stagiaires. Je veux faire venir ces stagiaires-là auprès de moi parce qu'après leur stage, ils n'ont pas eu de boulot. Je veux les faire venir vers moi. Je veux un cabinet, ils travaillent là-bas et de temps en temps, je passe pour superviser. Au début, il m'a dit, laisse tomber à faire du cabinet, laisse tes clients venir au bureau ici, tu as un bureau, discute avec eux, tu peux travailler ici. J'ai dit ok. Donc au début, les clients commençaient à venir une fois, deux fois, j'ai vu qu'il a commencé à serrer sa mine, il n'était pas trop content. Du coup, j'ai dit bon, j'ai dit aux clients, ce qu'on va faire, je vais créer le cabinet, allez vers là-bas. Allez vers là-bas, ils vont gérer. Donc j'ai créé le cabinet. Et un soir, je l'ai appelé, je lui ai dit clairement que bon voilà, j'ai créé le cabinet, hein, mais je suis avec toi. Voilà, je vais pas avoir mes petits qui vont travailler. J'ai fait même venir les petits au bureau. Voilà, ce sont eux qui vont gérer. Au début, il était pour et après, il a commencé à devenir autre chose. Il était un peu bizarre envers moi. Mais est-ce que t'arrivais, enfin, que t'es petit, parce que tu les formais. Donc finalement, c'était une extension de toi. Voilà. Ce que tu aurais fait, dans tous les cas, il le faisait. Mais c'est quoi? Il y a des gens comme ça. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué un peu ici. Et peut-être dans d'autres pays, ça fonctionne comme ça. Mais je dirais que la mentalité, j'allais dire des anciens patrons, c'est de toujours te contrôler. Effectivement. Et il y a moins de liberté sur ce que tu peux faire. Effectivement. Quand tu parles là, j'ai l'impression que, bon, ouais, tu as formé les gars et puis il n'y a pas de souci, ils font le boulot, mais ils voulaient avoir toi, quoi, tu vois, pour pouvoir... Éventuellement, il fallait que je sois là. Donc, c'est ce que je dis, entre midi et 2, moi, je faisais pas, je mange au bureau. Même jusqu'à aujourd'hui, je mange encore au bureau. Voilà, entre midi et 2, paf, je m'en vais au bureau, je suis assis. Quels sont les dossiers qui sont venus, quels sont les clients qui sont venus. Donc, je reçois parce qu'au début, on n'avait que des clients qui venaient juste pour voir. Ils viennent voir comment se comporte ici, comment se passe ici, puis après, ils donnent d'eau. C'est juste les clients que j'avais auparavant, mais ceux-là, j'avais déjà financé. Donc, on faisait juste le suivi pour qu'ils puissent rembourser leur prêt. Et le suivi, c'est pas énorme. Un client peut te payer peut-être 50 000 francs par mois. Il y a le personnel à payer, il y a tout ça, c'était un peu difficile. Mais je me dis, quoi, bon, il fallait commencer quelque chose. Donc, on était dedans. C'est comme ça. Donc, en midi et 2, je vais là-bas. Le samedi, toute l'équipe est là, on travaille. Parce que l'autre, je finis ça le samedi à midi. Je retourne, je vais au cabinet. Voilà. Et puis, c'était comme ça qu'on travaillait. Quand tu dis, un grand garçon comme toi, il y a eu des larmes quelquefois et tout, Mais oui, je t'explique une histoire. Quand tu vois que, tu es payé à 400 000 francs. Je dis 400 000 francs par mois. Tu as une maison que tu dois payer et autres. J'ai mes petits frères qui sont sous ma charge. Parce que maman n'est plus avec papa et autres. Et papa même n'est plus. D'accord. Donc, je suis le premier de la famille. Donc, il y a des petits frères à gérer. Il est à l'école et autres. Tu payes à 400 000 francs. Tu payes. Tu peux gérer les charges. Et parce que tu as créé un cabinet, quelqu'un t'a dit, bon, Joe, mon frère, je veux plus que tu travailles avec moi. Dépose tes affaires et donne d'eau. Mais alors, tu rentres à la maison, tu réfléchis, tu te dis, mais comment il faut payer ma maison sur moi? Comment je vais envoyer l'argent à maman? Comment je vais gérer mes petits frères? Comment même je vais gérer mes employés que je viens tout juste de prendre parce que l'entreprise n'est pas encore ce qu'il faut. Mais tu peux. Je me rappelle, je me suis caché dans la douche, je pleurais. Je me suis assis, j'ai commencé à pleurer là, mais j'ai dit, bon. Après, j'ai dit, comme on le dit, on a un groupe d'amis qu'on a grandi ensemble. Parce que moi, j'ai grandi à Ouélé. Ouélé, c'est, on dit quoi,
le plus jeune département de Côte d'Ivoire actuellement, c'est à 28 km de Daoukro. D'accord. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai fait mon enfance, avec des amis vraiment, vraiment sympas. Est-ce que Ange de maintenant, c'était le Ange d'hier? Je veux dire, est-ce que il y a une évolution dans ta personnalité? Évolution de ma personnalité. Comme tu sais au départ, bon, j'ai fait des petites fouilles sur toi. Ok, ouais. Ouais. Et ce que j'ai vu auparavant ne correspond plus à ce que tu es. Même si c'était jeune, c'est normal, tu vivais, machin et tout, mais effectivement, on sent j'ai senti une véritable différence entre ce que j'ai pu voir auparavant et ce que je perçois maintenant. Ouais, effectivement. Bon, il était comment le Ange d'avant? Bon, moi je dirais, physiquement, les gens diront que j'ai changé. C'est le même Ange. Ouais. Voilà. Mes amis, peuvent témoigner. C'est le même Ange. On était tous petits. Et une chose, moi, j'ai pas d'autres amis que mes amis avec qui j'ai grandi au village. Non. Non. Vous pouvez vous renseigner. On a un groupe. Au village, on se faisait appeler le groupe Boston. On était 16. Boston. Juste comme ça. On était trop petits. C'était, je crois qu'on avait regardé un match, de basket de Boston. Voilà. Et puis bon, on a dit, on s'appelle la Boston. Boston. Ouais. Tu sais que les Boston Celtics, là, ça correspond à eux. Auparavant, moi maintenant, c'était l'équipe, entre guillemets, la plus blanche du championnat, des championnats de NBA. En fait, il y avait que des blancs qui jouaient là-bas. Bon, vous appelez Boston. Non, on s'appelait Boston. On était là. Ce groupe restait jusqu'aujourd'hui. Après, on a eu d'autres amis qui sont rentrés dans le groupe. Et c'est devenu les boucleurs. Juste comme ça. C'est sans le nom qu'on regarde, des boucleurs. Et là, le groupe est devenu un peu plus grand. Mais tous ceux-là, ce sont des gens avec qui on marchait quand on était au village. Donc, c'est avec ces derniers-là que je marche. Mon seul ami que j'ai eu ici, c'est mon voisin d'école. David. C'est lui que j'ai eu comme un nouvel ami seulement. Sinon, à part ça, je marche qu'avec mes amis du village. Voilà, on est tout ensemble. Les samedis, on est tout ensemble. On va tout au village ensemble. On est comme ça. Donc, je dirais que le Ange d'avant, c'est le même Ange d'aujourd'hui. Physiquement, j'ai changé. Oui, à cause de la force des choses. Voilà. Puisque maintenant, on est devenu patron, ce n'est plus le même Ange. C'est même plus ça, ma question. Est-ce que t'avais déjà cette mentalité-là de boss, entre guillemets? Ou pas? Est-ce que dans ta tête, bon, beaucoup disent, oui, un peu partout, parce que ça devient une mode d'être entrepreneur. On a dit c'est chic de s'appeler entrepreneur, alors que ils se rendent pas compte que des fois ils vont pleurer comme ça, comme tu dis. Mais est-ce que tu avais ça déjà dans la tête de dire et c'était véritablement un truc de dire ok, j'aurai ma boîte et tout ça? Il faut dire que depuis tout petit, c'était moi. Je dis pas, quand j'étais petit d'abord, je voulais être une pilote, comme tout enfant, une pilote. Après, tirer des luttes. Mais quand j'ai grandi, parce que même le groupe dont je parle, j'étais l'un des leaders. Je suis resté le président de la Boston aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. D'accord, voilà. Ok. Donc, j'avais cette manière-là de me diriger. Voilà, cette mentalité de diriger et bien diriger. Et depuis tout petit, je me rappelle, il y a très longtemps de cela, je crois bien, avant même mon BTS, j'étais avec un ami, on allait une fois dans un petit village fêter le Pâques. Et je lui ai dit, quand je vais grandir, je vais plus me focaliser sur les formations pour pouvoir créer ma société rapidement, pour pouvoir aider tous ceux qui sont dans mon groupe et tous ceux qui sont autour de moi. Parce qu'on venait tous de familles, je dirais, un peu pauvres. Donc, je dis, si je suis le président, donc c'est à moi de trouver le moyen d'aider mon groupe. Du coup, je vais tout faire pour me former dans un secteur d'activité que je maîtrise mieux, créer une société et puis travailler qu'avec mes amis. Parce que vous, moi, je vous maîtrise. Je lui ai dit ça. Bon, il y a très longtemps, je sais pas s'il se rappelle, même c'était Elvis. Je sais même pas s'il se rappelle encore de ça, mais je dirais que il y a longtemps que j'ai eu cette idée. D'accord. Il y a longtemps. Est-ce que tu as réussi à matérialiser cela? Le fait de créer quelque chose où tu bosses avec tes anciens copains? Oui. Au début, je bossais avec des anciens copains et des anciens stagiaires. Ça veut dire qu'avec des personnes avec qui j'ai eu à échanger à un moment de ma vie. Voilà. Et après, parce que vous savez, le problème c'est quoi? Quand on est dans un secteur d'activité comme le mien, on a beaucoup de relations au niveau des entreprises. Voilà. Donc, quand il y a une entreprise qui dit, bon, ok, tu peux me trouver un comptable ou bien un commercial qui est bien, je vais le payer tant. Je vois que, bon, chez moi, le salaire ne vaut pas tant. Je dis, bon, mon pote, je dis, va dans tel coin, va travailler là-bas. Donc, ce qui a fait que tous mes amis qui sont autour de moi, d'autres sont partis en Europe.
D'accord. Voilà. Tous mes amis qui sont autour de moi, j'ai délégué. Et quand j'emploie d'autres nouvelles personnes, c'est comme ça. Ouais. En parlant d'Europe, t'as jamais eu la tentation de partir en Europe, aux États-Unis pour continuer? Jamais. Ok. Bizarrement, jamais. J'ai dit ça toujours à mes amis. J'ai des grands frères qui sont là-bas. Ouais. J'ai des grands frères, des oncles qui sont là-bas. Mais ça m'a jamais traversé l'idée d'aller là-bas. Jamais. Qu'est-ce que tu vois ici et que tu dis, il n'y a pas besoin d'aller en Europe ou aux États-Unis, par exemple? On a tout ici. Tout. On a tout. Je le dis, entre guillemets, un jeune qui est ici, il va en Europe, peut-être même pour aller travailler. C'est vrai, là-bas, la monnaie est élevée. Ce qui fait que tout le monde veut aller travailler là-bas. La vie est peut-être, je connais pas, j'ai jamais vécu là-bas. Peut-être la vie est un peu plus belle là-bas, oui, je sais pas. On a l'impression que la vie est un peu plus belle. Voilà. C'est ce qu'on nous dit. Mais, je dis n'importe quoi. Un jeune qui entreprend ici. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre de rouler d'une Mercedes classique. Ouais. Actuellement, j'ai une Mercedes C300 de 2015. Mais mes frères qui sont en Europe ne peuvent pas se permettre de rouler d'une telle Mercedes. Même pas. Ils peuvent pas. C'est compliqué. Ça, c'est un truc. Et deuxièmement, ici, je suis plus libre. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la liberté. Je suis plus libre. Dans quel sens c'est plus dans quel sens je dis? Ici, je peux me permettre de faire certaines choses. Je peux me permettre de m'amuser. Je peux me permettre de sortir, de faire, je sais pas quoi, de vivre ma vie pleinement. Là-bas, ils peuvent pas sortir, se permettre de faire certaines choses. Ouais. Ils peuvent pas se permettre. Il y a des dépenses qu'ils peuvent pas se permettre de faire. Pour pouvoir, vous allez voir, ils sont pas beaucoup qui arrivent à s'en sortir comme il se doit. Ils vont tous pour trouver de l'argent et ils viennent investir ici. C'est comme ça. Je connais beaucoup. Vous allez voir, vous allez dire que ce sont des benguis ou bien des temps qui ont l'argent. C'est parce qu'ils ont des investissements en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Généralement. Parce que ceux qui vont là-bas, c'est les Jossi qui l'ont fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. Quelqu'un qui est peut-être vigile là-bas, il quitte ici, il est là-bas, peut-être il s'en va être vigile. Moi, je suis ici, je n'ai pas besoin d'être vigile. Oh ben, je suis tranquille dans ma cave. Je vis pleinement. Il est là-bas pour se payer un appartement, disons il peut même pas se payer un appartement d'une chambre salon. C'est compliqué. C'est compliqué. Il doit aller, souvent ils vont à l'école, en même temps ils vont au travail. Je dis pas que c'est mauvais, je ne le dis pas. C'est bon. C'est bon. D'autres vont pour se former et autres, c'est bon. Bien sûr. Mais je dis que faudrait pas que ça soit une obligation psychologique pour dire non, qu'il faut que je parte en Europe pour réussir. Non. On peut réussir ici. On peut facilement même réussir ici. Moi, je peux me permettre de vivre dans 2 chambres, 3 chambres salon à la Faya ou truc. Le gars, il peut pas se permettre ça. Il est obligé d'aller Jossi pendant au moins 10 ans, 20 ans, pour pouvoir construire un immeuble au moins en Côte d'Ivoire et revenir pour que l'immeuble puisse lui rapporter de l'argent. Généralement, c'est comme ça, c'est le business. Mais je te dis, quelqu'un qui fait son business ici, il peut vivre sa vie pleinement pendant les 10 ans là, et puis construire près de 5 immeubles ici, en Côte d'Ivoire. C'est ça le paradoxe. Pour moi, c'est que, quand tu parles de Jossi, c'est que beaucoup de personnes vont partir de l'autre côté. Ça se sent quand je parle, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas et tout ça. Donc moi, je suis venu ici, la Côte d'Ivoire m'a séduit. D'accord? Je vois effectivement que des opportunités. Là où en Europe, c'est beaucoup plus compliqué de monter des choses, en fait. Effectivement. Parce que les gars, je vais pas dire ils ont tout, mais ils ont beaucoup. Ici, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et la force de caractère qu'il faut avoir pour aller là-bas pour faire le Jossi et tout, je me dis, si tu utilises cette même force de caractère ici, effectivement, ça pourrait être tout aussi bien et bénéfique pour nous tous. Exactement. Bénéfique pour nous tous. C'est comme ça que je vois ça. Voilà. Bénéfique pour nous tous, pour ta famille toi-même, pour toi-même ta propre santé, puisque on voit d'autres qui prennent la mer pour partir, c'est compliqué, d'autres meurent à tout moment. Et en plus de ça encore, tu ne vas pas vivre ta vie, tu seras pas à l'aise. On est à Abidjan. Voilà. Ok, week-end, on arrive, tu vas aller à Bassam, tu vas à Bassam. Tu vas aller à Zini, tu vas aller à Zini. Tranquille.
tu peux te permettre de faire certaines choses. Le truc, c'est quoi? J'ai tendance à dire, ce sont les paresseux qui courent pour aller là-bas. Non. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai tendance à dire, ils ont l'habitude de dire non, c'est dur, c'est parce que j'ai perdu tel ou tel, j'ai pas telle ou telle personne pour me soutenir. Il faut que je parte en Europe pour venir. Ouais. Souvent, d'autres sont dans des cas assez difficiles. Mais moi, je dis, si quelqu'un était à ma place, la personne allait dire qu'il va aller en Europe. Effectivement. Par rapport à ce que j'ai vécu. Ouais. Moi, je suis né, j'ai jamais connu mon papa. C'est ma maman qui m'a élevé. Ouais. Et ma mère aussi était juste une tresse. Elle faisait juste des tresses au village. Ouais. On dit même pas à Abidjan. Je dis pas un salon de coiffure. Je dis elle faisait juste les tresses au village. Et on était 6. Elle devait nourrir les 6 personnes. Nous sommes 6. Nous nourrir et payer encore nos études. Ouais. Imagine-toi. Tu finis, tu t'arranges, tu viens à Abidjan par des oncles et autres chez qui tu vis. Tu dois t'arranger vite pour travailler. Ouais. Pour pouvoir aider la vieille qui est au village. Ouais. Effectivement. Parce qu'elle va tresser, c'est combien par jour? Elle peut gagner combien? 100 francs, 200 francs par jour. Souvent, même elle mange pas parce qu'elle est obligée d'économiser pour pouvoir payer nos études. C'est compliqué. Je pouvais dire, bon, je suis une Abidjan après en bac, il faut que je cherche à aller en Europe. Ouais. Mais non. J'ai plutôt dit, il faut que je me forme. Et si je suis bien formé, je peux créer ma boîte. C'est possible. Est-ce que tu penses est-ce que tu trouves, c'est même pas que tu penses, est-ce que tu trouves qu'il y a les formations adéquates ici qui permettent de pouvoir faire ce que l'on veut? Parce que généralement, effectivement, même les gens qui ont un peu de moyens, généralement, beaucoup envoient leurs enfants à l'étranger pour se former, ce qui est normal. On vit dans un monde global. Donc, quand tu vas aller en Europe, tu vas côtoyer des gens, ou en tout cas, tu vas avoir des informations qui sont beaucoup plus, comment je veux dire ça, que tu peux appliquer ici ou là-bas, qui peuvent être plus fortes. Maintenant, tu as relevé un point, et moi, à chaque fois, je dis ça. S'il n'y avait pas Internet, je serais pas ici. S'il n'y avait pas Internet, littéralement, je serais pas ici. Ils ont mis la fibre partout, machin. T'as toutes les informations quasiment que tu veux. Google, YouTube, pour pouvoir créer ou faire des choses. Il y a plein de gens qui sont en train comme ça. Et pour revenir à ma question, est-ce que tu as l'impression qu'il y a ici, parce que je ne connais pas finalement la Côte d'Ivoire. Père ivoirien, mère ivoirienne, mais je ne connais pas. Je viens d'arriver, je suis en train de découvrir. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'informations ici pour que les gens puissent faire ce qu'ils ont à faire? Force de caractère, tu l'as dit, il faut avoir une force de caractère pour faire ce que tu as fait. Maintenant, est-ce qu'il y a assez d'informations pour que les gens puissent faire? Ouais. Moi, je dis oui. On a beaucoup, en termes d'école, on a beaucoup d'écoles ici, déjà même de formation. Ouais. Beaucoup. Ouais. Voilà. C'est un. Deuxièmement, je sais pas. Il y a des cabinets. Il y a beaucoup de cabinets de formation. Ouais. On voit aussi, je dirais dans mon domaine d'activité, je vois beaucoup de séminaires de formation. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'on peut se former ici. Moi, par exemple, j'ai des partenaires qui sont en Europe. Ouais. Mais je me suis jamais déplacé. J'ai dit, grâce à Internet. J'ai dit quoi, par exemple, on travaille avec la banque BPI en France. On travaille avec des Maliens. Je ne connais pas le Mali. Je suis jamais allé au Mali. Je travaille avec des Maliens. Ils nous font venir des documents, on montre le business plan et autres qu'on ramène au Mali. On fait partie en France, à BPI. Mais je ne connais même pas la France. Je suis jamais allé au Mali. Mais pour dire quoi, que on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Si tu veux te former, tu peux te former ici. Ouais. Il y a Internet. Il y a d'autres qui font des cours en ligne. Ouais. Moi, je connais un client qui fait des cours en ligne. Il est chef d'entreprise, mais il fait cours en ligne. Voilà, c'est il est chef d'entreprise. Il fait des cours en ligne. C'est comme ça. Tu peux aussi aller là-bas pour te former. Mais toujours est-il que c'est intéressant quand tu as créé ta boîte. Tu es dedans. Tu te bats, l'entreprise commence à s'élever un peu. Et puis, tu prends au moins un mois de congé, tu vois, tu t'en te formes et tu reviens. Tu es à l'aise. Non, je te dis, tu es à l'aise. Tranquille, quoi. Voilà, parce que tu vas dire, bon, ok, il faut que j'aille me former. Ceux qui vont se former, ils reviennent, ils sont à l'aise, c'est que leur papa a l'argent, bien leur maman a l'argent. Sont nous comme, les autres comme nous, là, tu vois. D'abord, même la formation, quand tu vas aller là-bas, ça coûte cher. Ouais. Hein? Et tu dois manger. Tu veux pas aller à l'école en même temps, tu fais les jossis, c'est compliqué. De temps en temps, même si tu arrives à t'en sortir, il faut que papa au moment t'envoie un peu d'argent. Ouais.
Et tu vois un peu la devise. Voilà, c'est compliqué. Du coup, mon frère, c'est mieux que tu commences ton truc un peu ici. Quand ça va commencer à prendre. Si tu veux. Moi, aujourd'hui, si je vais aller à Dubaï, c'est combien ils font des promotions à 1 500 000, 2 millions à la Dubaï. Je peux. Je peux me permettre d'aller à Dubaï pour une semaine. Mais ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? C'est 1 500 000 peut me permettre d'investir. Il va arriver un moment où ça va s'imposer à moi. Hein. Forcément. Je dirais que dans l'environnement dans lequel tu as grandi, fait que tu as cette conscience, enfin, tu as la conscience de la valeur de l'argent. Ouais, effectivement. Parce que environnement familial, maman qui a élevé tout seul les 6 frères et sœurs, tu bosses ici, ton patron te dit ouais, mais après il est plus content, ce genre de choses. Donc quand on dit tu as gagné ton argent à la sueur de ton front et tout ça, ouais. Et je dirais même que c'est même ce parcours-là qui te permet de pouvoir évoluer et de pouvoir savourer ce que tu es en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Donc, c'est ce qui m'attriste un petit peu, en fait, quand je suis ici. C'est que je vois beaucoup de gens il y a un potentiel, c'est clair et net. Effectivement. Et je dis qu'ils ont une force physique par rapport aux travaux qu'ils font, mentale aussi, mais ils n'arrivent pas à l'orienter pour que ce soit plus productif pour eux. Et avec ce show-là, Business Plan, c'est ce que j'essaie de faire quand je ramène des personnes comme toi, qui peuvent donner des informations et qui, quand ils parlent de leur parcours, ça peut les motiver et en même temps, ils savent exactement quoi faire si, par exemple, ils veulent un financement. Pas se jeter en disant, OK, je vais aller te voir. Non, je vais... Je dis, je t'écoute pas à la parole, j'étais avec un ami, je t'explique un truc, j'étais avec un ami ce week-end même, que j'ai invité chez moi à la maison pour manger. Et il me disait, bon, allez, moi, je suis dans un secteur d'activité. Il faut dire aussi, je conseille aussi souvent les gens. C'est depuis... Fais du consulting. Ouais, mais bon, je prends même pas de l'argent pour ça. D'accord. Voilà. Ouais. Depuis que j'ai commencé à être en guillemets populaire, on va dire quoi. Les gens viennent me contacter via Facebook et autres. Pour pouvoir avoir des conseils. D'autres rentrent en contact avec moi pour pouvoir avoir des conseils. Donc, que je conseille. Je prends pas de l'argent avec quelqu'un. Voilà. Dieu m'en est témoin. Donc, on était ensemble ce week-end, il m'a dit, non, bon, je suis dans tel secteur d'activité, vraiment, j'aimerais vraiment créer ma propre boîte. Et c'est compliqué. Je sais pas comment faire, comment je vais cotiser, parce que le salaire n'est pas énorme et autres. Je vais aller dans le secteur dans lequel il parlait. Il parlait d'un pressing. Ils sont dans un secteur, c'est-à-dire quoi, eux, c'est une société... ils vous aident à installer votre pressing. D'accord. Ils vous donnent la formation, ils forment vos agents et autres qui travaillent dans le pressing et autres. Donc lui, il est là-bas. Il est commercial là-bas. Et il dit, bon, vraiment, je veux créer un coin comme ça et pour spécialement les vestes et autres. J'ai dit, ouais, c'est bon. C'est bon, mais qu'est-ce qui t'empêche? Il me dit clairement qu'il a besoin d'argent pour s'installer. J'ai dit, ouais, tu as besoin d'argent. Mais ce que tu oublies, c'est que tu viens d'une famille pauvre. Personne ne va te donner de l'argent pour que tu passes t'installer. C'est simple. Cherche tes clients. Tu es un commercial, non? Cherche tes clients. Trouve des clients. 1 ou 2 clients qui sont là. Tu as déjà ton salaire, tu travailles, tu as ton salaire. Tu arrives à te nourrir, ça c'est bon déjà. Cherche tes clients. Quand tes clients vont te donner les vestes, tu vas te négocier avec un pressing. Tu dis au pressing, bon, moi je vais t'envoyer des clients. Il faut laver les vestes là comme ça. Voilà, tel produit il faut prendre pour laver. Bon, des vestes, moi je vais les laver à 100 francs. Mais sur la facture, tu mets 200 francs. Mais mets 150. N'est-ce pas? Tu vois, tu prends, tu redonnes la veste des gens. Tes 50 francs, tu économises. C'est pas ton argent. Parce que toi, tu as payé par mois. Économise cette somme-là. Au fur et à mesure, tu vas acheter une machine à laver. Et si tu veux, cette machine à laver, elle peut te permettre de laver à la maison. Tu n'as pas besoin d'ouvrir un magasin. Parce que ici, les magasins sont chers quand tu veux surtout t'installer dans cette zone-là. C'est cher. Donc, tu peux économiser, payer une machine à laver, brancher à la maison. Et quand tu quittes au travail le soir, tu viens. Pendant que tu es assis en derrière la télé, tu prends une bonne bière, c'est sur la table, tu prends les habits, tu mets dans la machine, tu regardes la télé, tu bois ta bière, tu finis, tu sèches, matin, c'est fini. Tu appelles beaucoup de livreurs là, ils vont y livrer. Au fur et à mesure, je te donne 6 mois. Tu vas ouvrir ton magasin si tu es vraiment conscient. Et là, tu vas voir que personne ne t'aura aidé. Personne. C'est juste la manière. Tu as juste pris ton intelligence. C'est simple.
Il s'est assis là pendant plus de 10 minutes, il a assis, il a dit, ouais, c'est intelligent. C'est simple. Tu peux être dans un secteur d'activité. Tu veux créer. Parce que c'est un peu ça aussi le problème, moi, ici. Les gens veulent entreprendre. Beaucoup veulent entreprendre. Ça, je dis pas non. Beaucoup veulent entreprendre, mais ils n'ont pas les moyens. Ouais, ok. Ils n'ont pas les moyens pour entreprendre. D'autres pensent qu'il faut attendre, ou bien il faut économiser assez pour pouvoir. Oui, c'est vrai, il y a des secteurs qui demandent d'économiser assez. Mais j'ai dit avec un peu d'intelligence. Juste un peu d'intelligence. Juste un peu de concentration. Tu peux partir de rien. Un peu, puis évoluer. Et je te suis absolument dans ça. Et je te suis à 2000% dans ça. Je dirais que c'est juste qu'on ne sait pas que c'est le chemin à suivre. J'ai des enfants récemment. Et à chaque fois, je suis impressionné par le fait que quand ils essaient de marcher, maintenant ils marchent, ils courent et tout ça. J'étais toujours impressionné. Ça me faisait mal quand ils essayaient de marcher. Parce qu'ils tombaient. Mais j'étais conscient qu'il fallait que je les laisse tomber, qu'ils se relèvent tout seuls pour pouvoir avancer. Ma fille, en plus, c'est elle qui a marché plus tard que mon fils, c'est des jumeaux. Elle, ça me touchait réellement, qu'elle tombe et tout. Ah, c'est ma petite fille et tout. Mon fils, ouais, bon, nous, papa et nos filles, c'est compliqué. Exactement. Et en fait, quand je la regarde, je me dis, mais c'est toujours ça, en fait, notre parcours d'entrepreneur. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est petit à petit, on va tomber, on va éventuellement pleurer. Mais au final, aujourd'hui, ils courent, ils grimpent partout et tout, on est comme des dingues. Et quand tu me parles de ton parcours, je dirais que tous les entrepreneurs que je connais, ou en tout cas que j'admire, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. Peut-être, c'est différents acteurs, mais c'est toujours la même histoire. Ok, j'ai commencé, petit à petit, machin, je suis tombé, j'ai même des moments où c'était très compliqué, je voulais abandonner, même chaque jour, même c'est compliqué. Mais bon, après, t'es en capacité de classer, d'aller à Bassam quand tu veux. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça. Donc quand tu dis ça au gars, à mon avis, ça fait tilt dans la tête. Mais le manque de patience que certains ont et le manque de réalisme. Quand j'y réalise, c'est-à-dire que t'as quoi d'autre comme option que faire cela, en fait. T'as pas d'autre choix. Tu vois? Tu te bats. Tu ne peux pas être là, t'asseoir et dire non, je vais attendre tant, ou bien non. Et puis même, comme on le dit, ceux qui courent pendant l'Europe, beaucoup ont été grugés. Beaucoup cotisent leur argent, ils donnent à des gens, et puis paf. Cette somme, peut-être 2 ou 3 millions que tu donnes à la personne, ça peut te permettre d'avoir une petite boîte. Une petite boîte, on n'a même pas besoin de forcer les choses. C'est clair. Il y a le potentiel en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Parlons de potentiel. Qu'est-ce qui t'a fait aller à l'agriculture? Bon, faut dire que... Est-ce que c'est l'argent ou c'est la passion? Parce que je crois que hier j'ai fait un podcast, business plan, et la personne aussi était dans ça, l'agriculture. Bon, lui il faisait de l'élevage de poulets, et il y en avait un autre. Et je sais que c'est pas forcément la passion, mais j'ai l'impression qu'effectivement c'est très bon en termes financiers ce qui peut sortir de ça. J'explique. Moi, d'abord depuis tout petit j'étais éleveur. Ah, ok. Depuis petit. Quand j'étais au village, j'élevais des pigeons. Et j'avais l'histoire qu'on appelle cochon d'Inde là, ou quoi, cobaye ou quoi là. D'accord. J'avais ça. Okay. Et j'avais aussi le poulet africain que j'élevais étant tout petit, depuis l'école primaire. D'accord. Voilà, depuis l'école primaire au village. Donc une passion, je dirais oui. D'accord. Oui, c'était une passion. Et ça, j'ai eu l'idée de créer Poulet Magique, qui est ma société de trucs, Poulet Magique, en même temps que CFA Finance. D'accord. Ouais. En même temps que CFA Finance. Mais je me suis dit quoi? J'ai pas les moyens. Ouais. Ça demande de gros moyens, parce que plus tu fais, plus tu as de tête, plus tu fais de bénéfices. Donc, du coup, faut pas venir faire... Je te coupe. Ça m'a pas semblant te couper. Quand on parle de bénéfices dans ça, si par exemple, c'est un exemple, un poulet, par exemple, qui est à 100 francs en termes d'investissement, tout ce que ça engendre comme investissement, quelle est la marge que tu peux dégager? Oh, la marge n'est pas assez énorme, hein. Ça tourne autour de 20, 30. Souvent, quand c'est bon, 40%. 40%. C'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup pour pouvoir... Effectivement. Ok, ça marche. Ouais. Ça marche. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis donné un chemin, des étapes dans la vie, dans ma propre vie. Ouais. Je ne peux pas trouver assez de moyens
pour créer Poulet Magique en même temps. Parce qu'il me faut acheter des terrains. Ouais. Il me faut construire des hangars, acheter tout ce qui est comme l'électricité et autres, les mangeoires, abreuvoirs, c'est trop compliqué. Par contre, je peux créer CFA Finance. J'ai pas besoin d'assez. Avec au moins 5 millions, je crée CFA Finance. Ou bien même, je peux commencer un peu, évoluer. Je crée CFA Finance. Et les commissions qui me seront versées après mes financements, je les investis totalement dans les autres entreprises. Puisque je fais rien d'autre avec. C'est tout. C'est simple. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, quand je finis CFA Finance, quand ça commence à donner, j'ai dit, bon, ok, j'ai lancé aussitôt Poulet Magique. Juridiquement, j'ai créé ce Poulet Magique. On n'avait même pas encore acheté le terrain. Mais je suis allé, j'ai créé. J'ai mis ça en veille. Et j'ai commencé maintenant à tourner, trouver l'argent pour pouvoir acheter le terrain. Ouais. Et ça encore, c'était difficile. Je me rappelle, on avait eu un terrain, on a construit dessus. Ouais. On est arrivé à la toiture. Et ils sont venus nous dire que c'est pas notre terrain. On était obligé de casser tout ça. On a perdu près de 5 millions dedans. Sérieux? Ouais. On a cassé, on est parti sur notre terrain qui est pour nous actuellement. Ouais. On a reconstruit tout à zéro. Et là, t'as tous les papiers, tout est bon. Tout est bon. Tout est bon. La ferme est finie, tout. On fait 5000 têtes. Ah, ok. 5000 têtes. Ouais. Ok. Ouais. C'est déjà bon. Donc, c'est un peu ça. Je fais par étapes. Voilà, je fais par étapes. Il y a Copim qui est là, qui est dans l'immobilier. Ouais. Mais là, encore, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que je veux donner une toute autre dimension à ce secteur-là. C'est quoi? Généralement, les gens, ils viennent, ils achètent des parcelles. Ouais. Et ils construisent à Abidjan. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ils construisent à Abidjan. Et puis, ils commencent à mettre en vente. Ouais. Voilà. À Abidjan. Et puis, ça devient compliqué après. Souvent, il y a des villas qui restent à 5 ans, 6 ans, qui sont même pas encore achetées. Ou bien soit ils vont faire les histoires de syndicats de trésor et autres. Pour pouvoir avoir des agents qui veulent acheter ces maisons-là. Parce que, moi, je veux plus me baser sur l'intérieur du pays. Ouais, c'est ça le problème. Je me base carrément sur l'intérieur. Quand tu dis l'intérieur du pays, quel secteur à peu près? J'explique. Nous avons du potentiel à l'intérieur du pays. Nous avons des jeunes cadres, tels que des instituteurs, des professeurs, qui viennent tout juste de sortir comment on appelle ça, de l'école, qui fréquentent à l'intérieur. Ces derniers-là louent des maisons à l'intérieur. N'est-ce pas? D'autres parmi eux ont envie de construire une maison chez eux. Ouais. Et généralement, quand ces instituteurs-là sortent, quand ils demandent des affectations, non loin de leur ville ou bien leur village natal. Ouais. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Le but pour nous, c'est de quoi? Approcher ces jeunes-là pour leur dire, ah voilà, tu viens de sortir, nous on va te construire une villa. Pas cher. 10 millions, 15 millions, 20 millions, une villa. Parce qu'à l'intérieur, le terrain n'est pas cher. Avec 100 000 francs, tu as 600 mètres carrés, 200 000 francs. Quand c'est trop cher, c'est 1 million. Tu as au moins 600 mètres carrés bien situés. Donc, on va acheter des terres. Et puis, on construit des villas, on vous revend à 15 millions, 20 millions. Et vous payez ça sur 10 ans. Et par derrière, on met une banque qui nous soutient, c'est tout. Automatiquement, qu'on appelle ça, ces professeurs, là, ces instituteurs-là, ils sont automatiquement domiciliés dans la banque qui va nous soutenir, bien sûr. C'est ça, les salaires vont passer chez la banque retire ça part, le client prend, l'instituteur ou le professeur prend pour lui, le client prend pour lui. C'est fini. Nous, on a notre gain au début, c'est fini. C'est pas le contraire, mais pour arriver à cela, il faut avoir eu ton parcours. Pardon? Et je dis pour arriver à cela, là, parce que le plan que tu viens de c'est pour ça que je souris, parce que c'est juste, ouais. Quand tu as dit intérieur du pays, j'étais sceptique. D'accord? Et bon, on va pas avec quel client. Après, quand tu me dis exactement quelle catégorie de personnes tu vises. Oh, effectivement. Et généralement, qui ont des postes stables. Stables. Donc, l'argent va généralement rentrer. Forcément. Et que derrière toi, tu as ton réseau de banque et tout ça, tu connais comment ça se goupille. Ça devient plus simple. Tout maintenant, on va étape par étape. J'appelle ça game. Étape par étape. C'est ce que je dis. Dans tout secteur d'activité, il y a des débouchés. Forcément. Il y a forcément, je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans l'agriculture, qui fait du poulet. Ouais. J'explique.
une fois dans mes recherches, parce que moi, je lis pas beaucoup, faut dire la vérité. Parce que je suis assez pris dans mes histoires de financement. Il y a Google. Voilà. Donc, souvent, je vais chercher des informations sur Google et autres. Souvent. Même pour pouvoir, pour faire la FEM. Je fais une formation personnelle parce que je suis allé me former, je suis allé faire des recherches sur Google et autres et tout pour connaître. J'ai un ami au Drago qui a une société qui vend tout ce qui est comme matériel pour les fermes et autres. Je suis allé vers lui, il m'a formé, il m'a renseigné, il m'a donné toutes les informations possibles. Voilà. Donc, comme je dis, et dans mes recherches, une fois, j'ai vu que quand tu as une ferme, tu peux aussi, tu peux pas seulement te focaliser seulement sur la vente de poulets. J'explique. Les poulets, on les vend de deux façons. On peut les vendre en gros sur le marché aux revendeurs, là. Les revendeurs qui vendent sur le marché, là. Ils viennent prendre le poulet vivant. Ils s'en vont avec, ils vendent. Tu peux aussi, vendre le poulet dans les restaurants. Les grands restaurants et autres. Là, toi-même, tu tues le poulet, tu nettoies le poulet et autres, et puis tu envoies le poulet chez eux. Les plumes. Tu vois les plumes de poulet, là? Tu vois les plumes? On les trie. Il y a d'autres dedans qui sont bons. On peut prendre pour faire qu'on appelle les coussins et autres. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu vois? Donc, ça, tu vois que, arrivé à ce moment, tu vas même laisser ton vendre des poulets là même. Tu vas te concentrer sur ça parce que tu gagnes quoi. Tu peux même te promener même chez les revendeurs, les grands revendeurs du marché là. Ramasser ça avec eux, les plumes là. Trier, prendre les meilleurs dedans. Et puis voir peut-être un bon couture, ou payer machine à coudre là. Les gens te font des coussins et autres, tu vois. Et ça, c'est mieux que tous les autres coussins. Vous pouvez dire, même en Europe, ce sont des trucs à plumes que tout le monde utilise. Totalement. C'est ça, on appelle les coussins de luxe. Tu vois? Non, mais... Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, dans le secteur d'activité dans lequel tu te trouves, si tu réfléchis un peu, tu vas voir que ça peut te permettre de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et puis tu vas tranquillement. Non, mais, c'est comme ça. Je veux pas dire que je suis au bouche bée, mais pour avoir cela, parce que moi, c'est peut-être l'un des choses que je trouve regrettable ici, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas forcément des initiatives. Effectivement. Parce que quand après, ça devient une déformation professionnelle, ce que tu viens de dire là. Je me pensais à ça la dernière fois quand je faisais du sport. Je me disais, ok, l'entrepreneur, il voit, mais c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, hein, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a dit la sorcière. L'entrepreneur, il voit des solutions à chaque problème, et les autres voient des problèmes ils voient que des problèmes. Alors que, mais c'est parce que tu as ça, c'est-à-dire ce côté entrepreneurial où tu vois effectivement qu'à chaque fois, tu peux créer ou transformer la chose pour apporter une solution. Et bon, l'argent, c'est pas mal. Ici, tout le monde parle d'argent et tout. Ouais, quand tu vois que tu déplumes le poulet. Les plumes, généralement, peut-être les gars les jettent, je sais pas ce qu'ils font. Et que toi, dans ta... On peut prendre pour faire ça. Il y a de l'engrais aussi, on peut faire sortir de l'engrais dedans. Il y a beaucoup de choses. En fait, dans tout secteur d'activité, tu peux créer quelque chose qui va mettre la différence entre toi. Absolument. Et tes concurrents. Absolument. C'est ça le problème. C'est ça. Vous voyez, par exemple, CFA Finance. Souvent, on travaille qu'à dimanche soir. Souvent, j'appelle mes employés. Bon, il y a un client qui a besoin de son document tel jour. Par exemple, on travaille. Demain matin, on va jusqu'à Soubri. Je me déplace moi-même pour aller visiter le client. Quand il appelle pour dire non, j'ai besoin d'un financement, je dis ok, je viens voir ton activité. Je me déplace moi-même, je vais à l'intérieur, je vais jusqu'à Djouko, je vais à Moi, je vais à Kogo, Boaké, Yamsoko. Je me déplace, je vais voir comment se trouve, comment son activité se comporte. Pendant un jour, 2 jours. Il voit sa chaîne de production, comment il fait pour vendre, comment il domicilie son argent, il garde son argent sous son matelas, il dépose dans une banque, qu'est-ce qu'il fait? Et je reviens. Après ça, je fais un rapport. Moi-même, je dis, bon, mon frère, va comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Puis bon, on va travailler ensemble. On va te trouver ton financement. C'est comme ça. On ne finance pas quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. C'est impossible. On ne tombe pas sur un client parce que le client est bon. Il peut avoir des bons chiffres. On ne tombe pas sur lui pour dire, bon, comme il a des bons chiffres, alors rapidement, allons faire son financement parce qu'on a besoin de notre commission. Non, pas forcément. Il faut garder la clientèle. C'est ça le problème. Il faut garder la clientèle. Et ce qui est bon à CFA, par exemple, arrivé au moment où on ne fait plus de publicité. Non. Ça devient de la recommandation. Voilà. On ne fait plus de publicité. Tel client vient, il est satisfait. Il parle à son frère. Mais généralement,
par exemple, dans la grande distribution, ceux qui travaillent dans la grande distribution, ils se connaissent. Parce que l'autre est fournisseur de l'autre, est client de l'autre en même temps. Donc, quand lui, il appelle son frère, il dit, va voir tel cabinet, tu me parlais des camions, tu as besoin des camions, va voir tel cabinet, tu as besoin d'argent pour augmenter ta marchandise, va voir tel cabinet, on te trouve le financement. C'est comme ça, on est assis. On n'a que des clients qui viennent. C'est comme ça. Mais c'est dû au boulot que tu as fait auparavant. Effectivement. C'est dû aux 2 premières années où même pour payer les emplois, c'était difficile. Mais aujourd'hui, ça va. Je dirais que ça va un peu. Voilà. Pas trop, mais ça va. Quand tu souris, on sait que ça va. Écoute, on va se terminer sur ces bonnes notes. J'ai un petit rituel que j'aime faire à la fin. C'est de savoir quelles sont tes prévisions, quelles sont tes projections. Où sera CFA Finance d'ici 5 ans? Où sera Ange d'ici 5 ans? D'ici 5 ans. Bon. Après, on va regarder cette vidéo dans 5 ans pour voir si il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, ce que je souhaite pour CFA, c'est que d'ici 5 ans, CFA soit une microfinance. Ouais. C'est ce que je souhaite. Je crois que je vais y arriver. Je veux que CFA soit une microfinance. Parce que, quand je regarde un peu la façon, le système de financement des microfinances d'aujourd'hui, c'est trop complexe. D'accord. C'est trop complexe. Et c'est vrai, ils ont raison, à cause du risque. C'est toujours la même chose. Voilà. C'est à cause du risque, ils sont complexes. Mais je dis qu'il y a un secteur d'activité que les microfinances ne touchent pas. Normalement, c'était à eux de toucher ce secteur d'activité-là. Parce que les banques, tu vas à une banque, quand tu veux un financement, la banque va te demander beaucoup de choses. Registre de commerce, bilan, relevé bancaire, balance client, balance fournisseur, business, beaucoup de choses pour pouvoir avoir. Donc, il faut une entreprise qui soit organisée. Normalement, les microfinances étaient là pour régler le problème. C'est-à-dire quoi, aller vers ceux qui débutent, ceux qui sont dans le secteur, je dirais, informel, essayer de les recadrer pour leur donner du financement. Mais c'est pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, les microfinances aussi demandent des bilans, des business plans, demandent tout ça. Mais est-ce que c'est pas, comment on appelle ça, dû à la réalité, finalement? Effectivement, c'est ce que je dis. C'est parce que il y a le risque qui est là. Mais je dis une chose, la plupart, bon, je suis pas assez renseigné sur ce domaine, mais ce que je pense, et ce que je crois, c'est que généralement, et les banques et les microfinances et autres ont une assurance. Normalement. Une assurance pour ouvrir les prêts qu'ils font. Effectivement. Donc, où est le problème? Donc, si tu as déjà une assurance, les risques, l'assurance, c'est pourquoi? C'est pour les risques, non? Totalement. C'est ce que je crois. Voilà. Donc, pourquoi venir encore se comporter comme les banques si tu n'es pas une banque? Il y a beaucoup, de là où je suis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui te font des chiffres d'affaires pas possibles, mais qui n'ont même pas de bons documents. Moi, je connais un client qu'on a financé dernièrement, SGBC, 135 millions. Dernièrement, fin janvier, là. Combien? 135 millions. Ah, c'est bien. J'aime bien les gros chiffres. Donc, faut répéter 3 fois. 135 millions. Le gars, il a des fermes et des stations de moins. Il a des stations à l'intérieur du pays et autres. Il a même des camions qui transportent le carburant d'Abidjan jusqu'à l'intérieur. Il te fait un chiffre d'affaires pas possible. Près de 5 milliards. J'imagine. Effectivement. Mais ce gars-là, tu sais quoi? Son riz de commerce, même s'il sait même pas où il a jeté. Effectivement. Et à part le registre de commerce, il n'a même pas d'autres documents. C'est-à-dire la DFE, qui est le document des impôts, la CNPS, il n'a même pas tout ça. Mais il travaille. Il fait du chiffre. Je te vois. Ce gars-là, comme ça, qui vient vers vous, vous qui êtes une microfinance, vous devriez savoir que on peut aussi créer un service de... Faut s'adapter. Voilà, faut s'adapter. Il faut créer un service qui soutient ces gens de personnes. C'est-à-dire quand le client vient, il y a un service qui est là qui met à jour les documents du client. Qui fait du consulting, si tu veux. Il prend le client, il va aux impôts, il fait la DFE, il fait tant. Dans le but de le financer. Ce que tu dis là, il n'y a qu'un gars comme toi, ou une personne qui a ton profil qui peut faire ça. Parce que la majorité des gens qui vont bosser dans ce secteur-là, ils sont formatés d'une certaine manière. D'accord? Tu as été formaté, mais
comme toi aussi, visiblement, c'est quelque chose qui est, on va dire, quasiment dans ton ADN. Oui, donc, c'est réellement quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu vas chercher la meilleure manière pour pouvoir... Effectivement. Donc, si effectivement, et quand tu dis ça, je crois réellement que dans 5 ans, ou peut-être même avant tu auras déjà monté ta chose. Véritablement. Parce que quelqu'un qui a été formaté comme ça à l'école ou par la formation sur la manière dont il fonctionne, ce secteur-là fonctionne, s'il n'a pas un petit peu cette âme d'entrepreneur qui va chercher, grosso modo, à solutionner la chose parce qu'il a vu et tout. Oui, effectivement. Les gars vont pas avancer. Ils vont pas le faire. Ils vont pas avancer. Parce que quand le client vient, le gars, il regarde, non, tu peux pas avoir le prêt. Dans 5 ans. On va regarder cette vidéo-là et... Voilà, ils vont dire que non, il n'est pas encore prêt. Pourtant, tu as un service qui est là. Quand le client vient, automatiquement, tu donnes. Yes. Au contraire, ça te fait entrer de l'argent. Absolument. Parce que ce service, ça va donner une facture au client. On dit, OK, on est prêt à t'accompagner, mais voilà ce que tu dois faire. Et c'est ce que CFA Finance fait. On a des clients qui viennent aujourd'hui, qui ont des problèmes même de comptabilité. On dit, bon, voilà ce qu'on va faire. On te redresse la comptabilité sur 3 mois. On te remet à jour, puis on te trouve le financement. Propre. Donc, le client, pendant 3 mois, on le suit. Les agents ont leur vécu de service, ils vont là-bas, ils font du consulting, ils voient ce qui se passe, ils redressent la comptabilité, ils mettent les chiffres à jour, ils font des balances, tout. Quand c'est bon maintenant, on fait sortir un bilan. Regarde ce bilan, on va demander un prêt à la banque. Yes. Et là, quand on est plus à l'aise, on dit à la banque que c'est nous-mêmes qui suivons sa comptabilité. Et la banque est à l'aise. Donc, voilà. On sait comment ça se passe. Ne vous inquiétez pas. Yes. Voilà. C'est comme hier nuit, j'ai eu un dossier. Bon, je ne vais pas dire le nom du client ici. À Yopougon, qui est dans la distribution aussi. Ouais. On avait demandé un camion à la banque, un camion de 18 millions, plus un prêt, qu'on appelle ça, un CCT. Un CCT, c'est pour acheter un fonds de roulement, si tu veux, pour acheter la marchandise. De 25 millions. Donc, on était autour de 43 millions. Ouais. Et hier soir, c'était hier soir, non, je crois. Hier soir, j'étais là, la banque m'envoie la notification. On me dit non, ils sont prêts à aller sur du 20 millions pour l'autre et ils veulent laisser tomber le crédit bail. D'accord. J'ai dit non. C'est nous-mêmes qui gérons la comptabilité de monsieur. Il a plus besoin du camion que de l'argent. Parce que s'il achète la marchandise, tout son bénéfice va rentrer dans la location du camion. Bien sûr. Donc, ça sert à quoi? On voulait financer en même temps, ça sert à rien de soigner le monsieur à moitié et puis laisser l'autre moitié là. Comme ça. Ouais. Il faut le soigner un coup pour que lui aussi il puisse envoyer ces chiffres là chez vous. Yes. Effectivement. Et quand c'est comme ça, hier nuit automatiquement, j'étais couché, je me suis levé, j'ai fait le mail automatiquement pour répondre à la banque. Ce matin, on m'appelle, oh, c'est vrai, c'est bien vu, on va revenir là-dessus. C'est simple. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ton secteur d'activité. Absolument. Maîtriser le secteur d'activité du client. C'est important. Voilà, c'est comme ça. Donc, yes. un peu, si les microfinances faisaient ça, je crois qu'ils allaient avoir plus. Ils t'attendent. Ils allaient plus. Ne va même pas, ils t'attendent. Non, sérieusement. Ils auront plus de chance avec les clients. Parce que je crois que dans le secteur, beaucoup de clients ne payent pas, ne remboursent pas. Non, mais ce que tu viens de dire là, au-delà de l'idée qui est bonne, selon moi, c'est du travail. Je dis pas que les gens n'aiment pas travailler, c'est pas mon propos. C'est juste que mettre en place là, il y a des gens qui sont, on est des institutions qui n'ont pas bougé depuis un certain nombre d'années. Oh, effectivement. Donc, quand je dis ils t'attendent, c'est une réalité. Pour moi, c'est ça. On attend des entrepreneurs, des personnes qui vont innover. C'est comme ça que le monde y bouge. C'est comme ça que le monde y bouge. Ce sont des entrepreneurs, des gens qui innovent, c'est ça l'idée même. Chaque année, il faut s'asseoir. Quand tu as une entreprise, tu as ton entreprise chaque année, il faut essayer de faire un bilan. Certes, il y a le bilan, qu'on le dit, bilan physique, bilan fonctionnel, qu'on le fait. Il faut faire un bilan toi-même, assieds-toi. Qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Parce que au fur et à mesure que les années passent, il y a des concurrents qui naissent. Absolument. C'est vrai, d'autres tombent, mais il y a beaucoup qui naissent. Du coup, il faut essayer de voir comment faire pour apporter un plus dans le service que tu proposes à tes clients. Effectivement. Vois aussi les débouchés de ton secteur d'activité. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que l'autre cabinet ne fait pas? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre que l'autre entreprise ne fait pas? Et sans oublier les risques. Parce qu'en toute chose, il y a des risques. Moi, je dis toujours, si quelqu'un te dit une fois, voilà tel business, risque zéro, faut laisser tomber. Faut fuir. Non, faut fuir. C'est faux. Non, c'est faux. La personne qui te dit que voilà telle chose, risque zéro, faut fuir. C'est pour ça que depuis moi je suis là, je n'ai jamais investi dans leur histoire de, ils appellent ça comment même, marketing des réseaux, les conneries on fait, comment on appelle ça, MLM. Pas mon EVA, mon EVA même encore plus. Bon, je ne connais même pas assez de noms. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent.
me dit, ouais, on a tel truc, est-ce que tu veux pas investir, donc tu investis tant, dans tel mois, tu auras tant. Il n'y a pas de risque sans tant. Je ne connais pas ça. Tout secteur d'activité, toute activité sur cette terre, il y a un risque. Le simple fait que tu respires, il y a un risque. Il y a un risque déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a telle affaire qu'il y a risque zéro? C'est impossible. Même, tu peux élever des poulets jusqu'à le dernier jour, à la veille de la vente. N'importe quelle maladie peut rentrer. Et c'est fini. Il y a tout ça. Donc, même si tu veux, il ne faut pas oublier les risques. Il faut regarder les risques. C'est tout. Yes. C'est tout. Donc, dans 5 ans, on regardera cette vidéo-là. Et la microfinance, normalement, sera sortie. Ok. Écoute, Ange, ça m'a fait plaisir que tu sois passé dans le business plan. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Succès, c'est pas finance, c'est la microfinance derrière qui vient. C'est génial.